Après avoir traversé l'île du sud vers le nord par la piste F-35, nous retrouvons enfin la vie animale et végétale et laissons derrière nous les paysages lunaires du cœur de l'île. Nous nous apprêtons à longer la côte nord de l'Islande en parcourant les différentes péninsules. La première, la péninsule de Skagi, est assez sauvage. Nous y croisons de nombreux chevaux en parcourant la piste 745 qui longe ses côtes. On a continué notre route sur la péninsule. On est arrivé sur un petit bout de terre, au milieu de nulle part, avec un phare derrière qu'on aperçoit, qu'on va aller voir. On a le phare ici. On a des orgues basaltiques, ces formations géologiques de chaque côté, ici. Et de l'autre côté aussi. Assez caractéristique d'ici. On a continué notre route du coup sur la péninsule de Skagi. On a fait quelques kilomètres là sur la piste. Il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Et là on s'est arrêté au bord de la falaise. Il y a un petit chemin qui amène justement tout au bord de la falaise. On va pouvoir aller voir s'il y a des oiseaux derrière. Et puis admirer le paysage. On a vu sur l'autre péninsule que l'autre côté. C'est sympa. Ce matin, réveil au camping. Premier des vacances, avec la petite maison derrière. On est à Rekir, donc encore sur la péninsule de Skagi. Et là, on va aller se baigner. Il y a des sources d'eau chaude dans le camping. Donc, on va en profiter ce matin. Avant de repartir en début d'après-midi, je pense. Pour faire la péninsule suivante, en principe. On verra ce qu'on fait, mais en principe, c'est ça le programme. Donc voilà, et pour l'instant, c'est petite baignade. On est arrivé à la ferme de Glombower. Donc c'est une ferme qui maintenant est devenue un musée. Il y a plein de petites maisons en tourbe comme ça. On va visiter. Très sympa. On va aller faire le tour. La ferme de Glombower se dresse sur ce terrain depuis environ 1000 ans. Au fil du temps, les bâtiments ont évolué en taille, en style et en emplacement sur la parcelle, en fonction des ressources et des besoins des habitants. De ce fait, leur âge est variable. Les bâtiments visibles aujourd'hui datent du XVIIIe et XIXe siècle. Ils sont tous construits dans le style de la construction en tourbe, qui était commun dans les régions rurales d'Islande jusqu'en 1900. La ferme est composée de 16 petites pièces ayant toutes des fonctions différentes. On retrouve les pièces spécifiques de l'activité à la ferme, telles que la forge ou les entrepôts, qui donnent directement sur la cour. Puis, en empruntant le couloir central, on trouve les différentes garde-manger, la cuisine, les pièces de vie et enfin les chambres. Cette ferme a été habitée jusqu'en 1947, date à laquelle elle est devenue propriété du Musée national d'Islande. On vient de passer Hofsós, là. On a été se baigner d'ailleurs à la piscine avec une magnifique vue sur mer. Et là on s'est posé à côté d'un lac, juste derrière, sur une petite route parallèle. Je vais m'éloigner parce qu'il y a des sternes qui m'attaquent. Mais voilà, on va passer la nuit ici. Et on repart demain. En principe, on devra faire un col de montagne demain s'il fait beau. On verra ça demain. On vient d'arriver à Siglufjordur. Donc on s'est posé au camping, là, juste ici, face au port. On va aller visiter du coup la ville. Il fait froid, il y a du vent. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher d'aller visiter. Longtemps considéré comme un des villages les plus peuplés et prospères d'Islande, Siglufjordur comptait jusqu'à 3000 habitants en 1950. Au début du XXe siècle, le village était spécialisé dans la pêche aux requins, pour se tourner ensuite vers la pêche au hareng au cours du XXe siècle. L'activité a connu son apogée en 1950, si bien que la ville était considérée comme la capitale du hareng. Depuis, le hareng s'est fait plus rare et le village a perdu de nombreux habitants, pour n'en compter plus que 1200 aujourd'hui. Aujourd'hui,
Les bâtiments d'une des nombreuses usines de harengs que comptait la ville servent de musée et expliquent aux touristes cette tradition maintenant disparue. On trouve ainsi le hangar à bateaux, l'usine principale, les bâtiments de salage et enfin l'usine de congélation. Après avoir passé l'après-midi à Siglufjordur, nous redescendons le fjord pour arriver à Akureyri et trouver un endroit pour la nuit. On est arrivé à Akureyri, donc c'est la deuxième plus grande ville d'Islande. On s'est posé juste en face pour la nuit, avec vue du coup sur la ville. Et on a un principe juste à côté, je sais pas si on va voir, mais on a une petite cascade, une rivière d'eau chaude qui passe et on va aller se baigner. On va essayer d'aller se baigner. On va voir les fumerolles un peu au-dessus. On va voir, apparemment elle est pas très très chaude, mais bon, peut-être que on va pouvoir se laisser dans le temps. Allez, on va voir ça. On s'est posé à Greenvik, petit village de Greenvik sur la péninsule, en face d'Akureyri. On observe les baleines là depuis une heure, dans le fjord derrière, justement. Et on en a vu plein, enfin plein, on en a vu 5 ou 6, à des intervalles différents. Je vais mettre quelques vidéos, bon, on voit pas très bien, on voit un peu de loin, mais on distingue quand même les jets, on voit une queue et tout, donc c'est hyper impressionnant. Bon, on va se tenter la piste 839, donc sur la même péninsule. On va ouvrir la barrière, parce qu'il y a une barrière pour protéger les moutons. Et ensuite, on va continuer par ici. On est au milieu de nulle part, dans la vallée. Là, on a une petite décision à prendre, savoir si on passe le gué. Il y a quand même beaucoup de courant, donc on ne sait pas trop. Ou alors si on prend le pont. Mais bon, il ne nous paraît pas hyper solide, donc comme on fait 4 tonnes, on va pas être en train de vérifier là-bas. En tout cas, c'est joli. Bon, on doit être aux 2 tiers de la piste là. Et on s'est arrêté, on a passé le col, on s'est arrêté parce qu'il y a une vue de ouf sur le reste de la vallée, les montagnes enneigées et la mer au bout. L'objectif, c'est la fin de la piste. Et là, on va se poser ici pour manger un peu. On va faire un barbecue et après, on va essayer de continuer, voir ce que ça donne jusqu'au bout de la piste.
Ça y est, on est enfin arrivé au bout de la piste, la 834 je crois. On est vraiment tout au bout, on a la mer en face. On a fait, elle fait 29 km il me semble, on l'a fait en 2 heures, 2 heures et demie. Donc là on est au bord de la mer, dans le fond de la vallée. C'est super beau, on va aller se balader sur le banc de sable qui est derrière. Essayer d'aller voir si on voit des phoques ou des baleines un peu au loin. Avant de passer la nuit, ici. Nous nous réveillons sous les rayons du soleil qui illuminent les cimes enneigées et profitons de ce paysage quelques heures avant de reprendre la F839 en sens inverse pour retourner à la civilisation. De nouvelles perspectives s'offrent à nous et nous permettent de savourer encore davantage cette parenthèse au bout du monde. Alors on vient d'arriver à Húsavík, capitale européenne de la baleine. Et on a vu plein de gens partir en excursion pour voir des baleines là dans le port. On est passé juste devant. Là on s'est garé dans le centre et on va aller voir le musée de la baleine. Parce que qui dit excursion, qui dit capitale de la baleine dit musée de la baleine. Donc on va aller visiter ce petit musée qui est juste à côté en principe. On va aller passer l'après-midi là-bas. En cherchant un spot après Húsavík pour s'arrêter pour cette nuit, on est tombé sur un petit parking. On peut avoir une falaise où il y a plein d'oiseaux, et notamment des macareux. Donc je vais essayer de filmer ça, ils sont en bas là-bas mais on les voit pas, je vais essayer de filmer ça de plus près. Bon, bah on a réussi à voir des macareux. Franchement, je pensais pas les voir ici, mais c'était quand même incroyable. J'espère que ça a bien donné en vidéo, je sais pas trop ce que ça donne, ce que j'ai filmé. Et là je mettrai quelques photos. Et là du coup on a roulé encore quelques kilomètres pour trouver le spot du soir, donc on s'est mis juste derrière là, avec vue sur les montagnes. Il y a une petite colonne, là je pense une table d'orientation, qu'on va aller voir avant de manger et de se coucher. On a roulé un petit peu là quelques kilomètres et on est arrivé au canyon d'Asbergi, comme on peut voir derrière. En fait, on a traversé une grande zone plane et d'un coup on tombe sur un gros canyon de plusieurs dizaines de mètres qu'on va pouvoir aller voir. En principe, il y a un petit chemin qui doit s'approcher des falaises. Et donc on va visiter ce canyon. La marche d'approche se fait à travers une des rares forêts d'Islande. Le paysage dénote complètement avec les grands espaces vides balayés par le vent de ces derniers jours. Ici, tout est calme. On entend les oiseaux, une vraie oasis. Ce canyon est en fait une immense gorge longue de 3,5 km et large d'1 km, qui a été creusée en quelques jours il y a environ 5000 ans. Une éruption sous le glacier du Vatnajökull à 170 km d'ici a provoqué une immense inondation
qui s'est dirigé droit vers la mer. En arrivant dans les terrains plus meubles, les torrents d'eau ont creusé cet immense canyon de plus de 100 mètres de haut. On vient d'arriver au site de Détifos. Donc il y a un peu de monde, ça nous change un peu de ce qu'on a vu depuis quelques jours. Mais là on va aller voir la cascade. Donc c'est une cascade, oui, c'est la cascade la plus puissante d'Europe en termes de débit, j'imagine. On va aller voir ce que ça donne. Il y a un peu de monde, mais bon, on va pas rester très longtemps. La cascade de Détifos n'est ni la plus haute d'Islande, ni la cascade avec le plus de débit. Mais c'est la combinaison de ces deux caractéristiques qui fait d'elle la cascade la plus puissante d'Europe, si bien qu'elle charrie tous les ans plus de 500 000 tonnes de débris. On a fait un petit détour par Mývatn, sans s'y arrêter, mais c'était juste un petit détour pour faire une halte technique, pour mettre de l'essence, faire un petit peu de course avant de attaquer les pistes là qu'on va faire dans les prochains jours. Et sur la route, on s'est arrêté à cette petite douche en pleine nature. Voilà, cette petite douche au milieu de nulle part, avec centrale géothermique derrière. Très sympa comme spot pour prendre une douche. Voilà, petit spot du soir, face au cratère. On vient juste de commencer la F88 là, pour se rendre encore dans l'intérieur des terres. Et on s'est posé ici avant d'attaquer la route, enfin la piste plutôt, demain.